Christophe Valmont faillit tout perdre par un mardi soir de pluie battante à Lyon, et il ne s'en doutait même pas. L'Empire qui, un jour, ferait de lui un homme intouchable, n'était qu'à quelques secondes de s'effondrer dans le néant, et la seule personne qui se dressait entre lui et la ruine totale était cette femme que le monde qualifierait plus tard d'ordinaire. À 34 ans, Christophe était brillant, épuisé et dangereusement proche du gouffre. Sa start-up opérait depuis un appartement exigu sur les pentes de la Croix-Rousse, où les câbles s'emmêlaient comme des nerfs à vif sur le plancher de chêne ancien du salon. Les tasses de café vides formaient un monument silencieux dédié à ces nuits blanches. Les investisseurs s'étaient retirés les uns après les autres. Les courriels restaient sans réponse, froids comme le métal. Son algorithme, celui qu'il croyait capable de révolutionner l'analyse prédictive, stagnait, inachevé, sur un ordinateur vacillant dont le vrombissement ressemblait à un râle d'agonie. Il fixait l'écran tard dans la nuit, la mâchoire serrée, son orgueil se fissurant en de lentes fractures invisibles. Dans son esprit, il répétait déjà sa défaite, imaginant l'humiliation tranquille de redevenir un homme quelconque, une simple ombre qui avait eu, un jour, une grande idée. Nathalie Valmont avait 31 ans, et elle le regardait s'effondrer sans proférer un seul mot. Elle rentrait du bistrot avec l'odeur du marc de café et de la friture collée à sa peau fatiguée, ses chaussures trempées par la neige fondue de cette fin d'hiver, ses doigts meurtris d'avoir porté des plateaux lourds pendant de longues heures d'affilée. Les clients la regardaient rarement à deux fois. Certains laissaient quelques pièces de monnaie en pourboire, d'autres ne laissaient rien. Pour eux, elle n'était qu'un bruit de fond, un rouage du décor. Pour Christophe, elle était le confort incarné, mais dans sa course effrénée, même lui oubliait parfois de lui demander à quel point elle était fatiguée. Elle posait un bol de pâte fumante près de son clavier et laissait reposer sa main sur son épaule, sentant le tremblement de ses muscles, devinant la tempête qui faisait rage derrière son mutisme. Il se croyait le seul à se battre pour leur avenir. Il ne voyait pas qu'elle luttait déjà bien plus durement dans l'ombre. Le soir où le tout dernier investisseur se retira officiellement, Christophe ne cria pas. Il s'assit simplement sur le bord de leur lit dans l'obscurité, les épaules affaissées sous un poids invisible, le regard vide. « C'est fini », dit-il, et les mots tombèrent avec la lourdeur et la finalité du plomb. Il parla de dettes, des coups de serveur, de la honte qui le rongeait. Il parlait comme un homme s'éloignant déjà de son propre rêve. Nathalie l'écouta sans l'interrompre, le cœur battant à tout rompre, non pas de peur, mais animée par une résolution glacée. Elle avait hérité d'une petite maison de pierre dans le Cantal, en Auvergne, de sa grand-mère. C'était le seul bien à son nom, le seul filet de sécurité qu'elle ait jamais possédé. Christophe lui avait juré un jour qu'il ne toucherait jamais à cet héritage, affirmant vouloir réussir par son seul génie et son propre mérite. Il l'avait dit avec une immense fierté. Elle avait souri et n'avait rien répondu. Cette nuit-là, alors qu'il fixait le sol, elle comprit que l'orgueil le détruirait bien plus vite que l'échec. « Laisse-moi 2 jours, lui dit-elle doucement. Il leva les yeux, confus, mais bien trop las pour argumenter. Elle ne fournit aucune explication. Le lendemain matin, elle prit le train pour l'Auvergne, une chemise cartonnée serrée sous le bras et une détermination forgée dans l'acier. Le cabinet feutré du notaire sentait le vieux papier et l'air confiné. Elle signa les documents d'une main parfaitement ferme, tandis que son cœur hurlait de protestation. La bâtisse fut vendue avant que la semaine ne s'achève. 200 000 € transitèrent par une société écran anonyme, une structure montée avec une précision chirurgicale. Le nom de l'investisseur fut scellé. Aucun siège au conseil d'administration, aucun crédit exigé, juste un virement qui atterrirait sur le compte de Christophe comme un miracle tombé du ciel, un miracle qu'il croirait avoir amplement mérité. Le vendredi soir, Christophe reçut un appel provenant d'un numéro qu'il ne connaissait pas. Nathalie se tenait dans la petite cuisine, feignant de faire la vaisselle, observant la stupéfaction fleurir sur son visage avant de se transformer en une incrédulité totale, puis en une joie sauvage, presque enfantine. « Quelqu'un a cru en moi », s'écria-t-il en l'agrippant et en la soulevant de terre. Un véritable investisseur. 200 000 €. Ils ont qualifié mon travail de visionnaire. Il tremblait, riait, soudainement ramené à la vie. Elle passa ses bras autour de son cou et lui murmura qu'elle avait toujours su qu'il était brillant. Il ne demanda jamais l'identité de ce mystérieux bienfaiteur. Il ne se demanda jamais pourquoi la voix au téléphone semblait si prudemment neutre, presque artificielle et répétée. Il était bien trop occupé à contempler sa propre ascension. Ce fut le premier acte du destin. Le monde dirait un jour que Christophe Valmont s'était fait tout seul, un pur produit de la méritocratie.
Les magazines feraient l'éloge de sa persévérance. Les analystes décortiqueraient sa stratégie. Mais les fondations de Valmont Dynamics reposaient sur une demeure auvergnate qui n'appartenait plus à Nathalie, sur des documents signés dans le silence, sur un sacrifice enfoui si profondément qu'il en était devenu indécelable. Dans l'appartement étroit à la peinture écaillée et aux câbles bourdonnants, elle n'était qu'une serveuse aux yeux cernés et aux rêves simples. En vérité, elle était la première et la plus puissante investisseuse d'un empire qui n'était pas encore né. Et tandis que Christophe codait à travers la nuit, persuadé de gravir les échelons en solitaire, c'était Nathalie qui, silencieusement, avait consolidé l'échelle sous ses pieds, façonnant déjà un avenir qu'aucun d'eux ne comprenait encore pleinement. Le succès n'arriva pas sur la pointe des pieds. Il fit irruption dans leur vie sous les flashs des appareils photo et les sonneries incessantes des téléphones, amorçant la lente transformation que Christophe ne vit jamais venir. 4 ans après cette semaine désespérée à Lyon, Valmont Dynamics occupait 3 étages de verre et d'acier dans le quartier d'affaires de la Défense. Son logo était gravé dans le métal, sa valorisation chuchotée avec révérence dans les salles de conseil. Christophe Valmont, autrefois un homme codant dans la pénombre, montait désormais sur des scènes balayées par les projecteurs. Sa voix s'était amplifiée, sa confiance s'était aiguisée sous les applaudissements. Il se mouvait différemment, parlait différemment, se comportait comme si la gravité elle-même avait basculé en sa faveur. Le monde l'appelait visionnaire, et il finit par se convaincre que ce titre n'appartenait qu'à lui seul. Nathalie traversait cette nouvelle existence comme une ombre discrète en lisière de cette brillance. À 31 ans, elle était lumineuse sans le moindre effort, sa beauté préservée de l'artifice des stylistes et de la perfection fabriquée. Ses robes, de simple lin et coton doux, se démarquaient même au milieu des soieries et des diamants parisiens. Lors des galas d'entreprise, elle posait légèrement sa main sur le bras de Christophe, écoutant les banquiers d'affaires discuter de projections chiffrées en centaines de millions, souriant poliment comme si elle ne faisait que l'accompagner, plutôt que de se tenir à l'origine même de son ascension. Certaines épouses portaient des robes de créateurs qui coûtaient plus cher que l'ancien loyer de Nathalie. Elle, arborait la même élégance sobre qu'elle avait toujours privilégiée. Il confondait sa simplicité avec de la petitesse. Elle les laissait faire. C'est dans la salle du conseil d'administration que le basculement commença véritablement. Bernard de Montfort, l'homme aux cheveux argentés et à la précision redoutable, tapotait ses doigts manucurés sur les tables en acajou, tandis que Camille Roche faisait défiler des présentations intitulées « Alignement de la marque et optique exécutive ». Ils employaient un langage prudemment mesuré, sans jamais insulter directement, mais chaque phrase rognait la place de Nathalie aux côtés de Christophe. Les investisseurs préfèrent une image cohérente, disait Camille d'un ton mielleux, le sourire figé. L'épouse d'un directeur général fait partie intégrante du récit. Elle marquait une pause, juste assez longue pour que le sous-entendu retombe comme de la poussière. Christophe écoutait, les bras croisés, son orgueil se mêlant au doute. La pièce était lourde d'attentes déguisées en stratégie. Cela commença subtilement. Une invitation qui incluait Christophe mais pas Nathalie, sous prétexte que les places étaient limitées. La couverture d'un magazine économique qui exigeait un portrait en solo pour une image de marque plus épurée. Une conférence technologique à Monaco où les accompagnants étaient déconseillés par souci d'efficacité. À chaque fois, Christophe se mentait à lui-même en affirmant que c'était temporaire, juste en attendant l'introduction en bourse, juste le temps que la stabilité se concrétise. Nathalie perçut le schéma bien avant lui. Elle recevait les nouvelles de seconde main, entendait parler des événements une fois qu'ils avaient eu lieu, regardait son emploi du temps se saturer de réunions dans des pièces où elle n'avait plus sa place. Lorsqu'elle l'interrogeait doucement, il soupirait, déjà las, déjà sur la défensive, et lui rappelait que tout cela concernait leur avenir. Paris scintillait autour d'eux, une ville d'ambition nimbée de brume et d'élégance. Leur vaste appartement du 16e arrondissement surplombait la Seine, ses baies vitrées s'étirant du sol au plafond comme des témoins silencieux. Le lieu sentait la pierre polie et les bougies onéreuses, bien loin de l'arôme réconfortant du café et de l'informatique. Nathalie se tenait parfois devant la vitre au crépuscule, regardant les bateaux fendre l'eau, se demandant à quel moment le succès avait commencé à prendre le goût de la distance. Christophe rentrait de plus en plus tard, la voix brève, son téléphone jamais éloigné de sa main. Il parlait de fusion, de métrique, d'expansion en Asie, de pourcentage de croissance grimpant inexorablement. Il ne parlait presque plus de ses peurs. Il avait appris à les enterrer sous ses accomplissements. Pourtant, dans les instants de silence, lorsqu'il croyait qu'elle ne l'observait pas, une lueur d'inquiétude vacillait dans ses yeux. Il sentait les murmures du conseil,
les calculs mesquins d'hommes qui valorisaient les apparences bien plus que les origines. Il entendait les comparaisons entre lui et d'autres fondateurs dont les conjointes cultivaient leur influence avec autant de soin que leur portefeuille boursier. Au lieu de rejeter cette pression, il l'absorbait. Au lieu de défendre Nathalie farouchement, il commença à défendre l'entreprise en premier lieu. Le glissement ne fut pas théâtral. Il fut incrémental, presque raisonnable. C'est ce qui le rendait si dangereux. Lors d'œuvres de charité, Nathalie surprenait des chuchotements qui ne lui étaient pas destinés. Elle est charmante, disait l'un, mais elle ne correspond pas tout à fait à l'image. Un autre commentait que l'authenticité était admirable, bien que peut-être pas assez ambitieuse. Nathalie souriait, offrait sa chaleur humaine, et continuait de converser avec cette même assurance ancrée qui avait jadis maintenu Christophe en un seul morceau lorsqu'il tombait en ruine. Aucun d'entre eux ne savait qu'elle comprenait le moindre terme financier qu'ils employaient. Aucun d'entre eux ne savait qu'elle avait un jour structuré une société écran avec plus d'ingéniosité que n'importe quel consultant présent dans cette salle. Il voyait une ancienne serveuse qui avait fait un beau mariage. Il ne voyait pas l'architecte dissimulé sous cette tranquillité. Christophe, cependant, commença à la percevoir différemment sous la lumière crue de leurs attentes. Non pas comme étant insignifiante, mais comme étant inopportune. Il ne le formula jamais à voix haute. La pensée planait, muette, sa simplicité limitait-elle son ascension? C'était une trahison, non pas de l'amour, mais de la mémoire. Cette même femme qui avait sacrifié son héritage pour sauver son rêve se tenait désormais à ses côtés tandis que d'autres remettaient en question sa valeur. Et dans ce monde glacé de verre et d'acier, où la perception tenait lieu de monnaie et l'image de pouvoir, Christophe Valmont oublia peu à peu que la force la plus majestueuse de sa vie n'avait jamais eu besoin d'un projecteur pour tout bouleverser. Le soir où il annonça à sa femme enceinte qu'il était las d'elle, les lumières de la ville scintillaient comme les applaudissements d'une foule acclamant un homme qui avait déjà commencé à tout perdre. Nathalie se tenait seule dans la future chambre d'enfant de leur appartement luxueux, enceinte de 8 mois. Sa paume reposait sur la courbe de son ventre tandis que le tonnerre grondait au-delà des murs de verre. Le berceau demeurait à moitié monté dans un coin, 3 côtés solides, le 4e penché et inachevé, semblable à une promesse abandonnée au milieu d'une phrase. Christophe avait affirmé qu'il le terminerait le week-end précédent, et celui d'avant, et encore celui d'avant. Nathalie se déplaçait avec lenteur, les chevilles enflées, la respiration courte mais maîtrisée, pliant de minuscules vêtements en coton qu'elle avait dû commander elle-même. Car l'assistante de Christophe ne cessait d'oublier de planifier les achats pour le bébé entre les appels aux investisseurs et les apparitions médiatiques. Chaque petit vêtement ressemblait à un acte de foi silencieux. L'enfant bougea sous sa main, fort et insistant, comme s'il exigeait déjà une présence plus grande que le silence qui emplissait la pièce. Elle murmura doucement que tout irait bien, bien qu'elle ne sût plus vraiment si elle rassurait l'enfant ou elle-même. À l'autre bout de l'océan, à New York, Christophe était assis dans le salon privé d'un restaurant huppé de Manhattan avant un dîner stratégique de pré-introduction en bourse, entouré d'hommes qui portaient l'ambition comme une armure sur mesure. Les verres en cristal tintaient, et les rires graves charriaient l'arrogance des privilégiés. Bernard de Montfort se pencha vers lui, la voix lisse et délibérée, discourant sur la perception, la discipline et la manière dont le marché réagissait à la cohésion. Camille Roche ajouta que les investisseurs posaient des questions subtiles sur sa stabilité domestique, sur sa concentration. Ils ne prononcèrent jamais le prénom de Nathalie. Pourtant, chaque phrase tournait autour de son existence comme une accusation silencieuse. Le téléphone de Christophe vibra, face contre la table, la photo de Nathalie illuminant l'écran sombre. Elle avait envoyé 3 messages et une photographie de la chambre, lui demandant s'il pouvait sentir les coups du bébé via un appel vidéo. Il fixa l'appareil plus longtemps que nécessaire, parfaitement conscient des regards posés sur lui. Répondre, c'était admettre qu'on avait besoin de lui ailleurs. Ignorer serait tellement plus aisé. Il retourna le téléphone et le laissa vibrer jusqu'au silence, se persuadant qu'un appel manqué ne définissait pas un mariage. La conversation reprit et la pression s'intensifia. Bernard parla sans détour cette fois, ne masquant plus ses intentions. Il y a des moments, déclara-t-il, où les dirigeants doivent procéder à des ajustements personnels difficiles pour le bien commun. Une séparation temporaire pourrait signaler un engagement indéfectible envers l'entreprise. Les mots restèrent suspendus, lourds dans l'air. Christophe sentit quelque chose se nouer en lui. Ni de l'amour, ni de la colère, mais la peur de perdre le contrôle sur le récit qu'il avait bâti. Il se répéta que le succès exigeait des sacrifices. Il ne se demanda pas qui était censé saigner.
Lorsqu'il sortit enfin pour l'appeler, la pluie rayait le ciel nocturne de Manhattan. Nathalie décrocha à la première sonnerie, la voix claire et soulagée. « Christophe, j'espérais que tu pourrais voir la chambre ce soir. Le bébé a tellement bougé. » Il y avait dans son ton une douceur qui, jadis, l'aurait immédiatement ancré. À présent, cela le perturbait. Il prit une inspiration saccadée, comme s'il se préparait à un impact, et parla avant que son courage ne l'abandonne. « Je suis fatigué, Nathalie. Je ne peux plus continuer ainsi. Je ne peux plus supporter d'être tiraillé loin de ce qui est important. » Les mots frappèrent comme du cristal, se brisant au ralenti. Nathalie ne l'interrompit pas. Elle écouta pendant qu'il poursuivait, la voix monocorde, affirmant qu'il avait besoin d'espace, que les attentes constantes à la maison l'étouffaient, qu'il ne parvenait plus à équilibrer les exigences émotionnelles et ses responsabilités d'entreprise. Il s'entendait formuler ces phrases et se reconnaissait à peine. Pourtant, il ne s'arrêta pas. À l'autre bout de la ligne, le tonnerre déchira le ciel par la fenêtre ouverte de la chambre, résonnant entre eux comme un jugement dernier. Lorsqu'il eut terminé, le silence s'étira si longuement qu'il crut que la communication avait été coupée. Finalement, elle prit la parole, la voix basse mais d'une incroyable fermeté. « Merci de m'avoir dit la vérité. » Il n'y avait aucune rage, aucune supplication, seulement quelque chose de plus froid et de bien plus définitif. Elle mit fin à l'appel avec une délicatesse infinie, comme on repose un objet d'une extrême fragilité sur une étagère. Christophe resta immobile sous la pluie, la respiration haletante, se persuadant qu'il venait de reprendre le contrôle de son existence. À l'intérieur de la chambre d'enfant, Nathalie se laissa glisser prudemment sur le sol à côté du berceau inachevé, une main sur son ventre, l'autre prenant appui sur le bois verni. Elle ne pleura pas immédiatement. Elle fixa l'encadrement vide de la porte, comprenant avec une clarté foudroyante que l'homme que le monde admirait n'était plus celui qui se tenait à ses côtés ce soir-là. En cet instant précis, le pouvoir changea de camp de manière imperceptible. Christophe croyait avoir choisi l'ambition au détriment de la distraction. Nathalie réalisait qu'elle venait tout juste d'être libérée de l'obligation de mendier sa présence. Le bébé donna un nouveau coup, vigoureux et plein de vie, et elle murmura à sa fille que certains départs ne sont pas des fins, mais de véritables révélations. Dehors, la tempête redoublait d'intensité, le vent frappant les vitres, les éclairs déchirant le ciel. À l'intérieur, une femme que l'on avait jugée trop simple commençait à prendre la décision silencieuse et irréversible qui, un jour, mettrait un milliardaire à genoux. Le jour où Nathalie projeta de sauver son mariage débuta par une lumière solaire se déversant doucement à travers les baies vitrées de l'appartement, chaleureuse et presque porteuse d'espoir, comme si le monde n'avait pas entendu les paroles prononcées par Christophe la nuit précédente. Elle évoluait avec précaution dans le silence des pièces, enceinte de 8 mois, s'accrochant à la conviction fragile que la présence pouvait encore triompher de la vanité. Sur le comptoir de la cuisine reposait une confirmation de rendez-vous soigneusement imprimée pour une échographie privée, l'heure encerclée à l'encre bleue. Elle l'avait planifié des semaines auparavant, choisissant intentionnellement un créneau en fin de matinée, au moment où l'agenda de Christophe affichait une rare accalmie entre deux réunions. Elle voulait qu'il soit là lorsqu'ils entendraient ensemble les battements de cœur de leur fille, elle voulait qu'ils ressentent quelque chose que les feuilles de calcul ne pourraient jamais mesurer. Nathalie plaça un petit présent dans une enveloppe gris perle et la glissa dans son sac. À l'intérieur se trouvait un vêtement pour bébé plié, brodé des mots « le plus bel héritage de papa », cousu d'un doux fil blanc. En dessous, elle avait rédigé un court mot de sa belle écriture appliquée, lui rappelant leur premier jour sur les pentes de la Croix-Rousse, lorsqu'ils s'étaient promis que le succès ne leur coûterait jamais ce qui comptait vraiment. Elle imaginait son visage s'adoucissant dans la quiétude de la salle d'échographie, elle les imaginait riant nerveusement en découvrant si leur bébé aurait ses yeux à lui ou l'obstination de sa mère. Elle croyait, peut-être naïvement, que l'amour pouvait encore interrompre la course de l'ambition. En fin de matinée, le téléphone de Christophe se mit à vibrer lors d'une session de stratégie pré-hypo. Camille Roche pénétra silencieusement dans la salle de conférence vitrée et se pencha vers lui avec une urgence maîtrisée. Le gala de la Fondation Harrington avait été avancé à cet après-midi-là, expliqua-t-elle, et plusieurs ministres et députés influents y assisteraient. La couverture médiatique était confirmée. Sa présence était jugée indispensable pour la confiance des marchés. Christophe dévisagea son écran, où le rappel du rendez-vous de Nathalie clignotait, brillant comme une petite accusation. L'espace d'un instant, il hésita, ses doigts suspendus au-dessus de son téléphone, comme figés entre deux avenirs possibles. Il tapa finalement un bref message. Réunion d'urgence.
Je suis désolé. Pouvons-nous reporter? Les 3 points de suspension apparurent sur son écran presque instantanément, disparurent, puis revinrent. Enfin, sa réponse s'afficha. Bien sûr, je comprends. Il expira, le soulagement l'envahissant tandis que la justification prenait racine. C'était temporaire, se disait-il. Il bâtissait quelque chose pour eux tous. Ces sacrifices immédiats garantiraient leur confort futur. La pièce reprit son bourdonnement stratégique, et Christophe se replongea dans la discussion, ignorant que quelque chose de bien plus définitif venait de basculer. Nathalie était assise seule dans la salle d'attente à la lumière tamisée de la clinique privée, une main posée sur le rythme régulier de son enfant. Autour d'elle, des couples se penchaient l'un vers l'autre, chuchotant des pronostics et déposant de tendres baisers nerveux sur des fronts. Un jeune homme en face d'elle tenait fermement la main de sa compagne, son expression mêlant l'émerveillement à la terreur. Nathalie leur adressa un sourire poli, puis baissa les yeux vers ses propres doigts délaissés. Lorsque l'infirmière prononça son nom, elle se leva prudemment et s'engagea seule dans le couloir, l'écho de ses pas résonnant bien plus fort qu'il n'aurait dû. La salle d'échographie baignait dans une lueur bleutée pendant que le technicien étalait le gel froid sur son ventre. Le moniteur vacilla, puis révéla le contour granuleux d'une petite forme parfaite. Le rythme rapide des battements de cœur de sa fille emplit la pièce, puissant et incontestable. Cela sonnait comme un acte de bravade. Cela sonnait comme la vie exigeant d'être reconnue. Des larmes perlèrent dans les yeux de Nathalie, non pas par faiblesse, mais face à la clarté foudroyante de cet instant. Le technicien jeta un coup d'œil vers la chaise vide à ses côtés et demanda gentiment si le père assisterait aux prochaines consultations. Nathalie déglutit avec précaution avant de répondre qu'il était en train de bâtir leur avenir. Elle ne précisa pas qu'il était aussi, inexorablement, en train de s'en éloigner. Ce soir-là, Christophe effectua un virement de 50 000 € sur un compte joint intitulé « Préparation bébé », persuadé que la générosité financière pouvait racheter l'absence. Il lui envoya un autre message, promettant de se faire pardonner, arguant que le gala était incontournable et que tout ce qu'il accomplissait, il le faisait pour elle. Nathalie était assise sur le sol de la chambre d'enfant, l'image de l'échographie pressée contre sa poitrine, fixant la notification sur son téléphone. Les chiffres brillaient, froids et impersonnels. En une fraction de seconde, elle saisit une vérité à la fois dévastatrice et libératrice. Christophe avait commencé à substituer l'argent à sa présence, et l'argent ne pourrait jamais enlacer sa fille lorsqu'elle pleurerait. Elle rangea méticuleusement le cliché de l'échographie dans un coffre en bois légué au fond du placard, à côté des lettres manuscrites qu'elle avait déjà commencé à rédiger pour son enfant. Chaque lettre décrivait la version de Christophe qu'elle avait jadis connue, l'homme qui passait ses nuits à coder pour des inconnus et qui avait pleuré en silence lorsque leur premier investisseur avait dit oui. Nathalie ne préparait pas une vengeance. Elle préparait la vérité. Dans le silence de cette pièce, couverte par le bourdonnement lointain de la circulation parisienne, une femme rejetée au second plan commençait discrètement à forger le seul héritage qui aurait jamais une réelle importance. Il ne s'attendait pas à ce qu'elle parte ce soir-là, et c'est précisément pour cela qu'elle le fit. Christophe rentra tard dans la nuit, les lumières de la capitale flamboyant derrière lui comme une couronne qu'il estimait avoir durement gagnée, les traits encore durcis par une énième et brutale réunion du conseil. Les paroles de Bernard de Montfort résonnaient dans son esprit, traitant des apparences, de la discipline et du sacrifice inhérent au leadership, et au lieu d'affronter cette pression, il a franchi le seuil de sa porte comme s'il maniait une arme. L'appartement était silencieux, à l'exception du léger ronronnement du réfrigérateur et du craquement feutré du bois provenant de la chambre d'enfant au bout du couloir. Nathalie était assise par terre à côté du berceau inachevé, le dos droit malgré le poids qu'elle portait, une main reposant sur l'arrondi de son ventre, comme pour se stabiliser elle-même autant que la vie qu'elle abritait. La pièce exhalait un léger parfum de peinture fraîche et de lessive à la lavande, un petit îlot d'innocence au sein d'un foyer qui ne semblait plus sûr. Lorsque Christophe apparut dans l'encadrement de la porte, quelque chose dans le regard de sa femme était déjà distant, déjà irrémédiablement résolu. Il ne le remarqua pas. Il ne vit que le lit à moitié monté, les outils éparpillés, et l'interpréta comme une énième accusation muette de son absence. « Pourquoi fais-tu cela toi-même » demanda-t-il sèchement, la voix teintée de cet épuisement qu'il n'avait jamais appris à dissocier de la colère. « Nous avons du personnel. Nous pourrions engager quelqu'un. » Nathalie leva lentement les yeux, arborant une sérénité qui le déstabilisa.
Je voulais que nous le fassions ensemble, répondit-elle simplement. Le mot « ensemble » resta suspendu entre eux, d'une fragilité presque étrangère. Christophe souffla bruyamment, passant une main dans ses cheveux comme pour chasser une irritation persistante. « Tu ne comprends pas la pression que je subis », lâcha-t-il en arpentant la pièce à la manière d'un homme préparant sa plaidoirie. « La moindre de mes décisions est scrutée à la loupe. Chaque apparition compte. Et tu continues de me ramener à des choses qui semblent insignifiantes comparées à ce que je suis en train de construire. » La phrase frappa avec plus de violence qu'il ne l'avait escompté. Insignifiante ? La femme qui avait vendu son propre héritage à son insu se tenait devant lui, qualifiée d'insignifiante. Nathalie ne tressaillit pas, mais quelque chose au fond d'elle se scella définitivement. « Alors je suis insignifiante », répéta-t-il doucement, non pas comme une interrogation, mais comme un constat. Christophe eut un mouvement d'hésitation, puis s'entêta, poussé bien plus par son ego que par la vérité. « Je suis fatigué, Nathalie. Fatigué de me sentir perpétuellement coupable. Fatigué d'avoir l'impression d'échouer à la maison pendant que je me bats pour triompher là dehors. » Sa voix se brisa légèrement, bien qu'il n'irait plus tard que ce fut le cas. La pièce parut soudain exiguë, l'oxygène se raréfiant sous le poids de mots qu'aucun d'eux ne pourrait effacer. Nathalie se leva avec précaution, agrippant le rebord du berceau pour garder l'équilibre. Elle passa devant lui sans précipitation et se dirigea vers leur chambre, d'un pas mesuré. Christophe la suivit, la confusion remplaçant l'irritation maintenant que sa colère s'était consumée. Elle ouvrit le placard et en sortit une petite valise, celle-là même qu'ils avaient utilisée des années plus tôt lors de leur installation parisienne. Il l'observa, incrédule, pliée de simples robes, des vêtements de grossesse et une paire de baskets usées, disposant le tout avec une précision méthodique. « Que fais-tu » exigea-t-il, bien qu'il pressentît déjà la réponse. « Tu as dit ce que tu avais à dire » répliqua-t-elle doucement. « À présent, je fais ce que j'ai à faire. » Elle s'approcha de la commode et fit glisser son alliance de son doigt, la déposant délicatement sur le bois ciré, comme on dépose une relique sacrée. Christophe ressentit une décharge glaciale traverser sa poitrine, mais sa fierté le maintint muré dans le silence. Il se persuada qu'elle réagissait de manière disproportionnée. Il se persuada qu'elle se calmerait d'ici l'aube. Avant de franchir la porte, Nathalie retourna une dernière fois dans la chambre d'enfant. Elle ajusta le barreau du lit, serra une ultime vis d'une main assurée, et s'assura de sa solidité. Ensuite, elle sortit le petit coffre en bois de l'armoire et le plaça au centre exact de la pièce. Christophe ne posa aucune question à ce sujet. Il battit en retraite dans son bureau, se versant un verre d'alcool dont il n'avait aucune envie, se convainquant que la situation n'était que passagère. Il entendit le doux cliquetis de la porte d'entrée se refermer, mais il ne bougea pas d'un pouce. Lorsqu'il s'éveilla le lendemain matin, le silence était anormal. La place à côté de lui était parfaitement faite. La penderie de sa femme était vide, à l'exception de cintres oscillants qui grinçaient faiblement sous le souffle de la climatisation. La panique balaya son agacement avec une fulgurance inouïe. Il composa son numéro. Il tomba directement sur la messagerie vocale. Il fouilla l'appartement comme si elle pouvait se cacher derrière une porte. Seule la chambre du bébé demeurait intacte, hormis ce coffre en bois trônant au centre de la pièce, son propre prénom inscrit avec soin sur le couvercle. Christophe le contempla depuis le seuil, la colère refluant comme un bouclier contre la terreur. Il se jura de ne pas l'ouvrir. Il se dit qu'elle dramatisait. Mais tandis que la lumière matinale se déversait sur le berceau vide et l'alliance délaissée sur la commode, quelque chose dans l'appartement semblait irrémédiablement brisé. Pour la première fois depuis que Valmont Dynamics avait commencé à tutoyer les sommets, Christophe Valmont se tenait au milieu d'un lieu dont il était le maître absolu, et prenait conscience qu'il n'avait plus le contrôle de rien. 2 mois après la disparition de Nathalie, Christophe Valmont se tenait sur le balcon de son luxueux appartement et réalisa que le succès n'avait jamais sonné aussi creux. La ville en contrebas bourdonnait au rythme de la circulation et des célébrations, alors que Valmont Dynamics venait de franchir un nouveau cap de valorisation historique. Les experts vantaient son génie stratégique sur toutes les chaînes financières. Les interviews saturaient son agenda. Les investisseurs le félicitaient pour sa rigueur et sa vision. Et pourtant,
la porte de la chambre d'enfant, au bout du couloir, demeurait close comme un reproche muet. Il l'évita pendant des semaines, se répétant qu'il lui fallait du temps, se convainquant qu'elle finirait bien par appeler. Elle n'appela jamais. Au lieu de cela, une enveloppe Kraft arriva à son bureau par un matin grisâtre, remise par son chef de la sécurité avec une hésitation inhabituelle. À l'intérieur se trouvait la copie d'un acte de naissance délivré par un petit hôpital côtier du Finistère, en Bretagne, daté de 3 semaines plus tôt, au cœur de la nuit. Le document était sobre, clinique, foudroyant. Mère, Nathalie Valmont. Enfant, de sexe féminin. Père, mention non renseignée. Christophe relut cette ligne vide à 3 reprises avant d'assimiler que cette omission n'était nullement une erreur. C'était un choix. Sa fille était venue au monde sans lui. Il imagina Nathalie dans un lit d'hôpital, agrippant les draps dans la solitude. Il imagina le cri d'un nouveau-né résonnant dans une pièce où son propre nom n'avait jamais été prononcé. Cette pensée le frappa avec une violence supérieure à tous les affrontements qu'il avait pu connaître en salle de conseil. Il avait manqué le premier souffle, le premier cri, l'instant d'une fragilité absolue de la vie qu'il avait contribué à créer. Les médias de la matinée saluaient son dévouement implacable à la croissance. Il fixait le certificat et n'y voyait qu'une absence béante. La terreur évinça l'orgueil avec une rapidité brutale. Christophe déploya son arsenal, agissant comme il le faisait toujours face à un obstacle. Il ordonna à ses équipes de sécurité de la localiser discrètement, chargea ses avocats de retracer le moindre mouvement financier, engagea des détectives privés d'ordinaire habitués à traquer la concurrence, et non des épouses. En l'espace de quelques jours, il apprit qu'elle avait clôturé les comptes joints, n'avait transféré aucune somme significative, et n'avait laissé aucune adresse de réexpédition. Elle s'était volatilisée avec une rigueur mathématique, comme si elle avait étudié la mécanique du pouvoir pour mieux s'en affranchir. Toute communication était désormais centralisée par une avocate en Bretagne, une femme dont la voix se révélait professionnelle et inflexible. Madame Valmont est en sécurité et refuse tout contact direct, déclara-t-elle posément par haut-parleur. Elle décline toute pension alimentaire et exige que vous respectiez sa vie privée. Christophe faillit éclater d'un rire jaune face à l'absurdité de la situation, décliner son soutien financier, comme s'il était le bienfaiteur et elle la subordonnée. L'avocate poursuivit sans la moindre émotion, l'avertissant que toute tentative de localisation physique entraînerait des poursuites judiciaires immédiates. La conversation s'acheva sur un déclic au goût irrévocable. L'introduction en bourse de Valmont Dynamics eut lieu 2 semaines plus tard et pulvérisa toutes les prévisions. Les actions s'envolèrent, la presse encensa sa prescience et sa fortune personnelle fut décuplée en l'espace d'une nuit. Les photographes immortalisèrent l'instant où il fit sonner la cloche d'ouverture au palais de la Bourse. Son sourire était éclatant, sa posture impériale. Les analystes le qualifièrent d'inarrêtable. Pourtant, lorsqu'il regagna son appartement le soir venu, les acclamations se réverbéraient faiblement contre les sols de marbre et les parois de verre qui n'évoquaient plus la moindre victoire. Il passa de nouveau devant la chambre de l'enfant, marquant un temps d'arrêt, la main suspendue près de l'encadrement, mais il n'ouvrit toujours pas le coffre en bois qui patientait à l'intérieur. Puis, l'effondrement s'amorça silencieusement. Un lanceur d'alerte émergea des rangs de l'entreprise, dévoilant au grand jour des manœuvres comptables particulièrement agressives que Christophe avait validées lors de la dernière ligne droite précédant l'entrée en bourse. Les autorités de régulation ouvrirent des enquêtes. Les présentateurs des journaux télévisés troquèrent l'admiration contre la suspicion. Les membres du conseil d'administration, qui louaient jadis sa détermination, remettaient dorénavant son discernement en cause à huis clos. Bernard de Montfort, perpétuellement flegmatique, suggéra que les transitions à la direction permettaient parfois de préserver la valeur pour les actionnaires. Christophe décoda le jargon sur le champ. Il avait jadis usé d'une rhétorique similaire pour s'éloigner de Nathalie. En l'espace de quelques semaines, il fut démis de ses fonctions de directeur général, officiellement pour motif de réalignement stratégique. Les caméras le filmèrent quittant le siège social, le visage de marbre, mais à l'intérieur, quelque chose s'était déjà brisé. Il retourna dans un appartement qui lui parut soudain trop vaste, trop immaculé, trop désert. Sa richesse était intacte, mais son autorité lui avait filé entre les doigts comme du sable.
Ce soir-là, il pénétra enfin dans la chambre d'enfant et s'immobilisa devant le coffre en bois, sur les arêtes sculptées duquel une fine pellicule de poussière s'était déposée. Christophe s'agenouilla lentement, effleurant du bout des doigts le couvercle portant son nom, tracé de la main familière de Nathalie. Pour la première fois depuis son départ, il s'autorisa à envisager une éventualité bien plus terrifiante que le scandale ou la ruine financière. Il n'avait pas simplement perdu son poste. Il avait perdu les 2 seules personnes qui avaient cru en lui avant même que le reste du monde ne le fasse. Et quelque part, dans une paisible bourgade côtière, la femme que les administrateurs avaient jugée insignifiante élevait une fille qui ne portait pas son nom, prouvant par là même que le véritable pouvoir ne réside pas toujours dans les tours de verre ou les places boursières. Parfois, il réside dans le silence, et il commençait tout juste à en mesurer le prix. Le coffre en bois ne grinça pas lorsque Christophe l'ouvrit enfin. Il respira. La poussière s'éleva dans l'air comme si le passé lui-même avait attendu sa dose d'oxygène. Et à l'intérieur reposait une vie qu'il n'avait jamais véritablement regardée. Tout y était disposé avec une précision méticuleuse. Chaque liasse était nouée d'un ruban pâle. Chaque enveloppe était étiquetée de l'écriture appliquée de Nathalie. Il n'y avait là ni réquisitoire, ni grande déclaration théâtrale, uniquement des preuves. Le genre de preuves qui ne crient pas, mais qui anéantissent. La première pile contenait des lettres simplement adressées à notre fille. Les mains de Christophe tremblèrent lorsqu'il déplia la plus ancienne, datée de la 14e semaine. Nathalie y racontait la nuit où leur enfant avait bougé pour la première fois sous un orage, décrivant comment Christophe l'avait jadis serré contre lui sous la pluie lyonnaise à l'époque où il ne possédait rien d'autre que leur foi en l'avenir. Elle confiait au bébé que son père était un être brillant, qu'il avait un jour codé pendant 3 jours et 3 nuits consécutifs pour venir en aide à un petit commerçant en difficulté, sans lui réclamer le moindre centime. Elle préservait la version la plus noble de lui-même à l'encre indélébile, alors même qu'il était en train de l'abandonner dans la réalité. Sous les lettres se trouvaient des photographies d'échographie, chacune tendrement annotée au verso. « Papa, voici ta fille à 20 semaines. Elle a ton nez. Papa, elle a donné des coups quand j'ai mis de la musique ce soir. » Christophe pressa les clichés contre sa poitrine, ses formes granuleuses en noir et blanc soudain infiniment plus précieuses que toutes les actions boursières qu'il avait pu signer. Il comprit, avec une lucidité aussi tranchante qu'humiliante, que Nathalie n'avait jamais cherché à l'effacer de l'histoire de leur enfant. Elle l'avait empêché d'en devenir le monstre. Puis vint la pochette qui lui coupa littéralement le souffle. À l'intérieur se trouvaient des actes juridiques datant de plusieurs années. Timbrés et notariés. La mystérieuse société Écran qui avait injecté 200 000 € dans Valmont Dynamics portait une unique signature décisionnaire, celle de Nathalie Valmont. Était jointe la preuve de la vente de la maison de sa grand-mère dans le Cantal, datée de 2 jours avant ce coup de téléphone miraculeux. La chronologie était implacable. L'investisseur providentiel qui l'avait sauvé n'était pas un inconnu. C'était la femme qui l'avait, plus tard, jugée insignifiante. Christophe s'effondra sur le sol de la chambre, le parquet verni glacé sous ses genoux. L'empire célébré comme l'œuvre d'un homme autodidacte avait été érigé sur un sacrifice qu'il n'avait jamais reconnu. Il se souvint de la nuit où il l'avait soulevé de terre dans leur cuisine, riant à l'idée que quelqu'un ait enfin cru en lui. C'était elle qui y avait cru la première. C'était elle qui y avait cru le plus fort, et elle n'avait jamais exigé la moindre reconnaissance, pas même lorsqu'il était ovationné sur des scènes desquelles elle s'était discrètement retirée. Tout au fond du coffre reposait une dernière enveloppe, plus épaisse que les autres, rédigée d'une main résolue. « Au père que tu pourrais encore devenir. » Christophe l'ouvrit avec une extrême lenteur, se préparant à la sentence. Au lieu de cela, il y trouva des conditions. Nathalie écrivait qu'il pourrait rencontrer sa fille, mais ni en tant que milliardaire, ni en tant que PDG déchu, ni en tant qu'homme exigeant l'absolution. Pendant une année entière, il devrait se présenter dans l'anonymat, sans révéler son identité, sans faire usage de la moindre influence pécuniaire. Il devrait rester en retrait, faire parvenir ses lettres par l'intermédiaire de son avocate, et prouver que la présence avait plus de valeur que l'orgueil. S'il respectait cet engagement à la lettre, leur fille apprendrait la vérité et serait libre de décider, par elle-même, si elle souhaitait ou non lui accorder une place dans sa vie. Le choix lui appartiendrait, à elle seule,
et non à lui, ni à Nathalie. Le pouvoir de décision résidait entre les mains d'un enfant qu'il n'avait pas encore tenu dans ses bras. Christophe demeura assis de longues heures, la lettre tremblant entre ses doigts, comprenant qu'il ne s'agissait nullement d'une vengeance. C'était une rédemption, structurée avec une intelligence supérieure à la plus aboutie des stratégies d'entreprise qu'il eût jamais validées. Pour la première fois depuis que les applaudissements avaient commencé à résonner il y a des années de cela, Christophe Valmont se sentit infiniment petit. Et pour la première fois, il eut la certitude que cette humilité était le seul point de départ honnête pour tout recommencer. La première fois que Christophe aperçut sa fille, elle avait 4 mois et riait de ces choses que seuls les nouveau-nés saisissent. Le petit centre communautaire de cette paisible bourgade de la côte bretonne exhalait de discrets effluves d'air salin et de parquets chauffés par le soleil de l'après-midi. Christophe s'assit à l'extérieur, derrière la baie vitrée, exactement à l'endroit que la lettre lui avait indiqué, visage anonyme parmi les parents et les passants. À l'intérieur, des enfants enchaînaient des rondes maladroites lors d'un atelier musical, tandis qu'une femme aux doux cheveux gris berçait l'enfant de Nathalie contre son épaule. Cette femme était la tante de Nathalie, la gardienne désignée pour veiller sur une existence que Christophe avait failli anéantir avant même qu'elle ne commence. Léa Valmont possédait des boucles sombres et un regard qui scrutait la salle avec une curiosité intrépide. Lorsque la musique s'éleva, elle frappa dans ses petites mains avec un ravissement sauvage, son rire s'envolant comme une chose lumineuse et indomptable. Christophe sentit cette mélodie le traverser, agissant à la fois comme un châtiment et une guérison. Il brûlait d'envie de se précipiter à l'intérieur, de la soulever très haut dans les airs, de lui murmurer des excuses qu'elle n'était pas encore en âge de comprendre. Au lieu de cela, il resta sur le banc, de l'autre côté de la vitre, les mains sagement croisées, respectant à la lettre les volontés de Nathalie. Une présence sans aucune revendication, un amour dépourvu de toute notion de possession. L'année s'égrena lentement, rythmée par des rituels silencieux en lieu et place des gros titres de la presse. Chaque mois, Christophe rédigeait une lettre pour sa fille et la faisait parvenir à l'avocate chargée de veiller sur cet arrangement. Il y décrivait des choses minuscules, le chant du vent marin contre les pontons, la teinte des crépuscules s'abîmant dans l'Atlantique, les leçons qu'il apprenait sur la patience et l'humilité. Parfois, il observait Léa jouer dans le parc, vacillant sur l'herbe sur ses jambes incertaines, pendant que d'autres parents acclamaient ses premiers pas. Parfois, elle tournait la tête vers le banc où il était assis, intriguée par cet homme silencieux qui apparaissait inlassablement, mais qui n'approchait jamais. Le jour de son premier anniversaire, la fête se déroula sous les branches d'un grand chêne dans un jardin public face à l'océan. Les enfants écrasaient des parts de gâteau entre leurs petits doigts tandis que les parents riaient en essuyant le glaçage sur leurs joues. Christophe était assis 3 bancs plus loin, tenant sur ses genoux un petit paquet emballé qu'il ne lui remettrait jamais en main propre. Nathalie n'était pas présente, mais son aura dictait chacune des limites minutieuses qui l'honoraient. Au milieu du tumulte, Léa se retourna, ses yeux clairs balayant l'assemblée avant de se poser brièvement sur lui. Elle pencha la tête, l'étudiant avec cette curiosité paisible qui n'appartient qu'aux enfants. Cela dura 3 secondes. Pas la moindre reconnaissance, pas la moindre accusation, simplement la conscience muette de son existence. Puis, elle se retourna pour courir après des bulles de savon qui s'envolaient dans le vent, son rire s'élevant dans les airs. Christophe sentit les larmes glisser le long de son visage et ne fit aucun geste pour les essuyer. La rédemption n'avait surgi ni des acclamations ni d'un pardon formel. Elle était apparue dans ce regard éphémère, dans l'infime et fragile possibilité qu'un jour, sa fille demande l'identité de cet homme silencieux sur le banc. Et lorsque ce jour arriverait, Christophe Valmont comptait bien avoir la seule et unique réponse qui vaille. Il avait été là. Les histoires telles que celles de Christophe et Nathalie ne traitent pas véritablement de richesse, de pouvoir ou même de trahison. D'un point de vue psychologique et managérial, elles dévoilent une vérité bien plus profonde sur les priorités humaines. Le succès s'étend souvent bien plus vite que la maturité émotionnelle. Et lorsque l'ambition prospère au détriment de l'introspection, les êtres commencent à évaluer la valeur à l'aune des accomplissements plutôt qu'à celle de la présence. Ce que Christophe apprit trop tard est une leçon que les spécialistes des relations humaines ne cessent de répéter. La confiance se tisse dans le silence des instants où l'on est présent, et non dans des gestes grandiloquents accomplis une fois que les dommages sont irréversibles. La décision de Nathalie n'était nullement une vengeance.
C'était l'érection de frontières guidées par une sagesse implacable, celle-là même qui protège l'amour sans jamais sacrifier la dignité. Et c'est peut-être là que réside la véritable leçon. Les âmes les plus vaillantes sont souvent celles qui se retirent avec élégance, abandonnant à ceux qui restent le difficile fardeau de s'élever et de devenir meilleurs. Si ce récit a effleuré votre âme ou vous a poussé à contempler les reflets de vos propres liens, accordez-vous un instant pour soutenir ces écrits en honorant cette œuvre et en vous joignant à nous pour d'autres chroniques empreintes de sens. Et avant de refermer cette page, déposez vos ultimes pensées dans les mots que vous laisserez derrière vous.